Bonjour à toutes et à tous. On va attendre quelques minutes le temps que les autres inscrits se connectent. Allez, on va y aller. Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au rendez-vous des investisseurs à impact. Je suis Théodore Basbous, donc analyste financier pour le compte de Mimosa. Et j'ai le plaisir d'intervenir aux côtés de Madame. Que vous m'entendez? Là, c'est bon, on a été déconnecté. C'est bizarre. D'accord. Alors, je vais partager la présentation. Comment on fait là? Partager l'écran. Ouais. Parfait. Donc, rebonjour à tous. Donc, je suis Théodore Baspos, je suis analyste financier pour le compte de Mimosa. Et j'ai le plaisir d'intervenir aux côtés de Madame Sonia et de Monsieur Fabrice Puech. Peut-être que je vais vous laisser vous présenter vous-même. Bonjour à tous, Bonjour tous. Théodore, merci de nous recevoir ici aujourd'hui. Donc, Sonia, je te laisse te présenter. Je suis donc Sonia Puech. Nous sommes tous les deux associés et les créateurs d'un petit groupe aujourd'hui, avec au départ au Pays du Citron, puis maintenant la ferme des citrons. La ferme des citrons qui est le sujet du jour. Effectivement, aujourd'hui, on va parler d'arboriculture, on va parler de citronnier notamment, mais pas que de ce fruit. Et on va présenter le projet de valorisation d'un verger historique repris donc par le couple Puech en 2021. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la collecte organisée par Mimosa. Vous êtes sans doute déjà nombreux à connaître Mimosa, mais pour les nouveaux venus, Mimosa est une plateforme de financement participatif donc, qui permet à un public de soutenir financièrement les causes qui lui tiennent à cœur et qui est dédiée à la transition agricole et agroalimentaire. La personne que vous voyez sur cette présentation est le fondateur de la société, qui décrit dans ce billet sa vision de l'agriculture comme une mosaïque de géographie regorgeant de richesses patrimoniales, culturelles et gastronomiques. Et à ce titre, je suis très heureux d'échanger avec le couple Puech parce que leur projet, justement, s'inscrit, je dirais, en lettres capitales dans un terroir qui est riche en traditions culturelles, qui était mourante à la fin du XXe siècle et pour lesquelles le flambeau, justement, a été repris.
Donc, qu'est-ce que fait Mimosa? Mimosa organise des collectes en dons pour des projets porteurs de solutions souvent alternatives, en offrant en retour des contreparties en nature. Et de manière plus fiduciaire, des collectes de financement incarnées par celle de la ferme des Citrons aujourd'hui. L'objectif derrière ces collectes, c'est de recréer un lien qui est devenu ténu et qui continue de se perdre entre le monde agricole et alimentaire d'une part, et celui plus civil des citoyens et des entreprises. Et puis, Mimosa s'appuie aussi sur son expertise et sa connaissance profonde de l'écosystème agricole pour répondre à des enjeux de structuration des filières ou de sécurisation des approvisionnements en accompagnant la transition au travers, par exemple, des financements de projets de conversion agroécologique sur des thématiques particulières ou des sous-secteurs de l'agriculture particuliers, soutenus par des acteurs de la coopération agricole, ou bien, pour donner un autre exemple, des projets de renouvellement des générations par financement de reprise d'exploitation de taille moyenne. Les possibilités sont infinies, mais dans tous les cas de figure, ce sont nous autres investisseurs, donc je m'incarne dedans puisque j'en suis des vôtres, incarnés par justement notre présence à ce webinaire, qui sommes les premiers acteurs de cette transition à travers donc un fléchage de notre épargne vers le financement des projets qui font le plus sens pour nous. Donc le dernier point peut-être dans ce préambule avant d'attaquer le vif du sujet, c'est quelques réalisations, quelques-unes de nos réalisations à ce jour. Donc en 9 ans d'existence, Mimosa est intervenue en France essentiellement et en Belgique. Elle a porté plus de 7500 projets et accompagné et soutenu et financé par une communauté de 500 000 membres actifs et engagés. Elle a réussi à collecter 150 millions d'euros depuis son existence. Bon, on va pouvoir entrer vraiment dans le cœur du sujet avec justement la ferme des Citrons. Donc, c'est le nom de la société qui porte le projet aujourd'hui. Mais avant de s'attaquer vraiment sur les spécificités du projet, je voudrais m'attarder sur les spécificités du secteur. Parce que l'arboriculture répond à des règles de production et connaît des enjeux qui lui sont propres, y compris par rapport au reste du secteur agricole. Je dirais que la production en arboriculture, elle a un double niveau de lecture. D'abord, elle a un cycle de production qui est annuel, contrairement par exemple à des productions en grande culture où on peut faire 2 récoltes dans l'année avec en plus des cultures intermédiaires pour réazoter le sol, ou certaines cultures maraîchères. Le fruit en général est récolté sur une période de l'année. C'est le résultat final d'une série d'étapes au fil des saisons qui doivent être réussies à tous les niveaux pour pouvoir arriver à un beau fruit. Il faut que l'arbre fleurisse, donc il ne faut pas qu'il y ait de gel tardif. En dessous de moins 3 degrés, l'arbre commence à perdre ses jeunes pousses. Jusqu'à moins 10 degrés, on peut perdre jusqu'à 1 an de récolte. Et au-delà de cette température négative, on risque aussi de perdre l'arbre, tout simplement. Ensuite, de ces fleurs, il faut que les étamines rencontrent le pistil. Donc, il faut que les fleurs soient pollinisées et donc que l'arbre soit fructifié. Pour ça, on a l'aide de nos amis, donc les insectes pollinisateurs. On pourra y revenir puisque justement dans la ferme des Citrons, des ruches ont été installées et dans le projet, il y a la volonté d'agrandir ce parc de ruches pour pouvoir faire fructifier au mieux le verger. Et ensuite, pendant l'été, il faut qu'il fasse pas trop chaud ou pas trop sec. Il faut pas qu'il y ait des chocs de température trop importants qui pourraient fragiliser les tiges ou abîmer le fruit. Est-ce que il y aurait peut-être des éléments spécifiques aux agrumes que vous souhaiteriez ajouter? Alors peut-être effectivement le fait que le cycle de l'agrume est un cycle plus long
que ce qu'on connaît sur le reste de l'arboriculture, puisqu'un citron mûr sur un arbre peut rester jusqu'à 5-6 mois sur l'arbre en attente qu'on vienne le cueillir ou en attente de tomber quand effectivement l'été arrive avec ses grosses chaleurs. Mais c'est ce qui fait un petit peu la particularité par rapport au reste de l'arboriculture où quand les fruits sont mûrs, on a quelques jours simplement pour les cueillir. Donc là, c'est un gros avantage qu'on a avec le citron, c'est qu'on a toute cette période qui s'étale, on va dire, de décembre à mai-juin au minimum, où on peut cueillir nos citrons tranquillement. Et puis, c'est un citron, le citron de Menton notamment, qui est un citron qu'on appelle 4 saisons. Alors, pas 4 saisons parce qu'il donne des fruits toute l'année, mais parce que de temps en temps, on a des floraisons, comme on a en ce moment d'ailleurs avec un automne très doux. On a une jolie floraison en ce moment qui n'a pas lieu d'être normalement, hein, mais qui, avec les beaux jours que nous avons, a lieu en ce moment et nos abeilles vont volontiers dessus. Elles pollinisent et ce sont des fruits qui sont en décalé puisqu'au lieu d'être mûrs l'hiver, ils seront mûrs, on va dire, au mois d'août de l'année prochaine, 2025. Et on arrive à avoir comme ça toute l'année quelques fruits. Alors, ce n'est pas le gros de la récolte, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, le gros de la récolte se fait en une seule fois, mais on a toute l'année quelques fruits sur nos arbres quand même. C'est la particularité de l'agrume, et surtout du citron. D'accord. Et à ce titre, j'en profite pour préciser que vous avez la possibilité de poser des questions et qu'on prend les questions au fur et à mesure. Et si elles sont pas à propos par rapport au sujet, on pourra tout simplement y répondre à la fin. Et en l'occurrence, il y a déjà une première question. Donc, bonjour, y a-t-il un risque de pollinisation par du pollen d'autres variétés de citron? Non, on n'a pas ce genre de risque. Étonnamment, effectivement, les abeilles butinent de fleur en fleur. Dans tout notre verger, on a 7-8 espèces d'agrumes et tout se mélange volontiers sans qu'il y ait de croisement ou de quoi que ce soit. Donc c'est la magie de l'agrume. Alors l'agrume, c'est bien entendu une plante qui est greffée, hein, surtout le citron, qui n'est pas une plante native, entre guillemets, qu'on ne peut pas reproduire simplement en plantant une graine. Quand on plante une graine de citron, par exemple, on n'obtient pas un citronnier du tout, on obtient un agrume. Des fois même, on ne connaît pas l'espèce, hein, mais il existe plusieurs milliers d'espèces d'agrumes. Donc, notamment à Menton, on greffe sur bigaradier, qui est un porte-greffe qui est super résistant aux terres calcaires, et c'est la typicité justement de Menton. Et dessus, on vient greffer un greffon de citronnier, mais on ne pourrait pas cultiver le citronnier via une graine, par exemple. D'accord. Ça amène justement un peu à un deuxième niveau de lecture qui fait vraiment la spécificité de l'arboriculture. Bon, c'est avec le regard un peu du financier que je le décris, mais l'arboriculture, c'est une activité qui est extrêmement capitalistique puisqu'elle nécessite des forts investissements de départ, avec des résultats qui sont sujets à des aléas sur la production. Quand on plante un arbre, on ne sait pas exactement quels seront les rendements dans 3-4 ans, et donc il est préférable de ne pas dépendre uniquement. Et c'est une des spécificités de ce dossier justement, et on y reviendra. Mais effectivement, un citronnier, c'est un arbre qui devient mature à partir de 12 ans, qui donne ses premiers fruits qu'à partir de 3-4 ans, dont la production est considérée comme satisfaisante qu'à partir de 7-8 ans, et qui, contrairement à beaucoup de productions fruitières, alors c'est pas un olivier, hein, mais ça peut vivre jusqu'à 150 ans. Et justement, sur l'exploitation, sur le verger de la ferme des citrons, il y a des arbres qui sont très anciens. Exact. On a des arbres qui sont centenaires et pour certains qui méritent petit à petit d'être je dis malheureusement parce qu'ils sont majestueux pour certains encore, mais ils approchent de quelques signes de faiblesse. Alors ils sont rares hein, sur l'exploitation, mais voilà, petit à petit, il faut songer à commencer à les remplacer. C'est l'arboriculture et notamment avec l'agrume, c'est des cycles très longs. Mais on a l'avantage d'avoir fait l'acquisition de cette exploitation qui est, comme vous le disiez en préambule, une exploitation vraiment historique, qui est une des plus anciennes, une des plus belles, une des plus grandes, une des plus spacieuses, des mieux exposées. Et effectivement, il faut songer petit à petit à commencer à remplacer certains arbres, ce que nous avons commencé à faire, mais sur des petits cycles de 5 à 10 arbres par an maximum.
D'accord. Et justement, comment vous décririez la répartition de votre verger aujourd'hui sur la partie agrumes? Alors sur la partie agrumes, il y a bien entendu une grosse concentration de citron de Menton. On est aux alentours de 300 arbres, pour parler du citron de Menton, 300 arbres en production. Depuis qu'on a repris l'exploitation, on en a replanté quand même 150. On a encore en projet d'en planter encore une centaine. Donc on pousse les murs au maximum parce que bien entendu le prix du foncier sur la Côte d'Azur mérite qu'on l'exploite à 100%. Donc on va même jusqu'à faire comme faisaient nos anciens d'ailleurs. Ce n'est pas forcément le cas sur cette exploitation-là, mais moi qui suis ici d'une vieille famille d'agriculteurs, d'agrumiculteurs à Menton, sur le terrain familial, on faisait ça, on plantait un citronnier entre chaque olivier, par exemple. Et alors, c'est des citronniers qui avaient parfois du mal à pousser parce qu'à l'époque, on avait tendance à laisser les oliviers grimper assez haut, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On les tient très bas justement pour favoriser les récoltes et que ça soit plus simple. Et donc, ça laisse passer plus de lumière. Et on est en train de planter de nouveau un citronnier entre chaque olivier. Et la nourriture qu'on donne en plus aux citronniers profite également aux oliviers. Et c'est une cohabitation qui se passe plutôt bien. Donc ça nous permet d'avoir un projet d'encore 100 à 150 arbres à planter sur les 2-3 prochaines années. D'accord. Également, donc votre verger, donc IGP citron de Menton. Je crois que dans le cahier des charges du citron de Menton, il y a différentes variétés de citronniers qui peuvent être reçus. Quelles sont les variétés principales que vous avez vous sur votre verger? Et puis peut-être pourquoi ces variétés? Alors principalement, c'est la variété citronnier de Menton, donc la souche SRA 625, qui est une souche identifiée par l'INRA. Et on a, sur ce terrain-là, c'est principalement celle-ci à au moins 90%. Il y a un petit peu d'Eureka aussi, mais principalement celle-ci, toujours greffée sur bigaradier. Pourquoi? Parce que c'est historiquement, c'est ce qui a le mieux fonctionné à Menton depuis maintenant 500 ans quasiment qu'on cultive le citron à Menton. C'est ce qui a le mieux fonctionné. C'est une espèce qui est résistante aux maladies, qui a fait ses preuves pour ça, résistante aux parasites. Résistante au gel, c'est difficile à dire parce qu'effectivement, le citronnier, quelque espèce qu'elle soit, n'est pas forcément résistante au gel, mais on a l'avantage sur la Côte d'Azur, en tout cas sur Menton, d'avoir un microclimat particulier. Donc, principalement, c'est du citron de Menton, la véritable souche citron de Menton, qui est un citron exceptionnel. Donc la spécificité de ce projet, c'est que donc elle est portée par la ferme des citrons, mais la ferme des citrons qui appartient à elle-même au groupe Saveurs d'Agrumes. Vous êtes donc petit-fils d'agrumiculteur, mais vous êtes entré dans ce secteur pas directement par la production, mais d'abord par la transformation et la distribution. Est-ce que vous voulez bien nous raconter un petit peu votre histoire entrepreneuriale? Alors, on a commencé un petit peu à l'envers, donc pas par la production, effectivement. Et on a commencé par la transformation en achetant du citron de Menton à des petits producteurs mentonnais. C'est là qu'on a commencé à relancer un petit peu la dynamique de cette culture qui avait tendance à s'oublier il y a 20 ans de ça. Et donc, on a lancé, à l'époque, c'était une entreprise qui s'appelait en 2002 Savour Provence, qu'on a revendu ensuite et qui nous a permis de nous recentrer véritablement sur le citron de Menton, principalement en 2008 avec l'ouverture de la première boutique au Pays du Citron à Menton. Et petit à petit, on a progressé. Sonia, je peux te laisser parler peut-être des différentes ouvertures de magasins. Donc en fait, on a commencé, comme disait mon mari, en 2008 avec une petite boutique où mon mari fabriquait et moi j'étais à la vente. À peu près en 2011, nous avons décidé d'agrandir cette boutique. Donc on en a acheté une deuxième sur Menton qui fait à peu près 100 mètres carrés. C'est la boutique aujourd'hui où il y a au Pays du Citron. Ensuite, en 2015, on a décidé d'ouvrir ailleurs que sur les terres mentonnaises pour essayer... 2014, pardon, pour essayer de tester le citron de Menton en dehors de Menton. Et on a décidé d'ouvrir une boutique au Pays du Citron à Lyon. Alors pourquoi Lyon? Parce que Lyon, c'est un petit peu la capitale gastronomique, c'est le petit Paris.
On ne se sentait pas d'ouvrir sur Paris parce que c'était vraiment, ça nous paraissait trop important. Et finalement, ça a été un pari gagné parce que cette petite boutique. Depuis, elle marche super bien. Dans le vieux Lyon, rue Saint-Jean, pas loin de la cathédrale Saint-Jean. C'est une boutique qui illumine la rue Saint-Jean, en fait. Donc, elle est prise en photo par des millions de touristes. En 2015, donc, le citron de Menton est labellisé IGP. Donc, Et qu'est-ce que ça a changé pour vous, justement, le fait qu'il soit passé en IGP? Est-ce que ça a eu une incidence particulière et pourquoi il y a eu cet IGP à ce moment-là? Alors, il y a eu l'IGP parce que le citron de Menton a vraiment des particularités. On bénéficie d'un microclimat vraiment très, très, très important sur une zone très étroite. À savoir qu'on a à minima 2 degrés, voire 3 degrés d'écart entre Menton et Nice l'hiver, où Menton est plus doux, et pareil l'été, où Menton est plus frais, donc un climat plus tempéré que ce qu'on peut trouver à seulement 20 km à vol d'oiseau. Donc c'est plutôt super positif, et ça crée un microclimat pour ce fruit qui a besoin de cette ambiance-là. Et d'ailleurs, à Menton, enfin en France, on est un des rares endroits où on peut cultiver le citron de cette manière-là, sans trop de risques. Dans la plaine du Var, du côté de Nice, le risque de gel est beaucoup plus important qu'à Menton. À Menton, il est vraiment très très faible, et de plus en plus, avec le triste réchauffement climatique que nous vivons, ça bénéficie malgré tout à la sécurisation du citron de Menton. Il n'y a pas que du négatif dans le réchauffement climatique, malheureusement. Et grâce à ce microclimat, on a quand même un citron qui est relativement plus doux, plus sucré que les citrons de nos voisins italiens ou espagnols. Et on a un citron qui est beaucoup plus fourni en huile essentielle. Donc les huiles essentielles sont concentrées exclusivement dans le zeste, dans la partie zeste. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec un citron qui a vraiment des particularités incroyables. Et cette terre aussi, gustatif. Cette terre qui est très calcaire et qui à la base ne convient pas du tout à l'agrume. Et c'est ce qui a fait justement l'originalité du citron de Menton, c'est qu'il pousse dans un microclimat, mais sur une terre qui à la base n'est pas faite pour lui. Et avec cette combinaison entre le porte-greffe et le greffon, on arrive à faire quelque chose qui a de la gueule et qui se démarque vraiment des autres. Et c'est pour ça qu'on a obtenu cet IGP. Malgré le fait que ce soit une production relativement confidentielle. Donc 2015, l'ouverture, enfin l'arrivée de l'IGP, alors au départ c'est une crainte pour nous parce que ça amène plus de contrôle bien sûr, ça amène peut-être via la meilleure communication autour de ce fruit, ça amène la fuite du citron parce que plus on communique dessus, plus il est reconnu et plus des industriels ou des artisans en veulent partout en France ou voire en Europe. Et donc, on a eu peur de perdre nos citrons qui allaient partir ailleurs. Le cours du citron a augmenté aussi, donc réduisant nos marges. Donc, c'était une crainte. Mais malgré tout, on a su profiter de cette image de cette IGP. C'est quand même bien à la finalité d'avoir une protection, que le consommateur puisse être certain de ce qu'ils achètent. Et pour celui qui joue le jeu, comme nous, c'est quand même un bienfait énorme d'apposer ce label, ce logo IGP. On sent bien que pour le consommateur, ça apporte une véritable plus-value. Donc ça a été un point très positif, malgré les difficultés et les complexités qu'on a pu rencontrer avec ça. Donc après 2016. Donc 2016, ensuite on a décidé d'ouvrir à Cannes. Donc rue Ménadier, une petite rue perpendiculaire, parallèle à la rue d'Antibes. À la rue d'Antibes. Et bizarrement, on s'est retrouvé dans une boutique vraiment identique à celle de Lyon, la même vitrine, la même configuration, et elle marche, même numéro de rue. Même numéro de rue. et c'est une boutique qui marche également très bien. Donc voilà, à la suite de ça, 2018, entre-temps, effectivement, il y a eu un événement qui aurait pu coûter la vie à notre petit groupe naissant. Pays du citron. Fin 2016, notre laboratoire de transformation est situé à côté d'une station d'essence qui explose, prend feu et on brûle avec elle. Donc tout notre entrepôt, tout notre outil de production, tout notre stock, toutes nos machines, tout part en fumée, absolument rien n'est récupérable. Donc, et on se trouve à 2 mois de la fête des citrons, qui est l'événement le plus important de l'année, sur lequel on réalise plus de 15% de notre chiffre d'affaires annuel. On se trouve à la veille de la fête des citrons avec 0 stock, 0 machine, 0 outil de travail.
Et donc, il a fallu en 1 mois et demi tout reconstruire, se faire reloger dans des locaux municipaux par la mairie qui a joué le jeu dans notre village. Et on a réussi, on a levé le pari. Et les boutiques n'ont même pas pu fermer parce qu'elles avaient par chance du stock dans leurs réserves. Donc, elles ont réussi à passer le mois de janvier. Et dès le début de février, fête des citrons, tout était de nouveau achalandé. De nouveau, les produits étaient sur les étagères. Et l'outil de travail était reparti. Et les 6 ou 7 employés qu'on avait à l'époque à la fabrication travaillaient de nouveau sur des nouvelles machines. Donc ça a été un pari qu'on a relevé et on s'est relevé quasi instantanément de cet incendie. Après, bien entendu, on est parti dans des procédures, assurances et tout ça qui ont duré 4 ou 5 ans. Donc ça a été très long. Mais en attendant, ça ne nous a pas empêché d'avancer, de bosser et de continuer, même en 2018, à lancer une nouvelle enseigne avec Au Pays de la Mandarine, donc avec notre boutique de Aise, où là, on a exploité l'image. Une image différente. On a voulu relancer l'histoire de la mandarine d'Aise parce qu'en fait, historiquement, on cultivait la mandarine à Aise. Et il faut savoir que sur le Montonnet, la souche des mandarines qu'il y a, c'est la souche des mandarines d'Aise. Donc, on a voulu recréer l'histoire de la mandarine à Aise. Et c'est un pari qu'on a bien fait de faire parce que c'est peut-être la meilleure boutique de c'est une super boutique qui marche super bien. Et c'est une petite échoppe vraiment sur les hauteurs du village de Aise, taillée dans la roche, c'est une grotte. Et dans la caverne voilà, beaucoup de touristes internationaux qui rentrent dans cette boutique, qui prennent des photos, bien entendu, parce que c'est assez unique. Et on se retrouve à être un peu les seuls en plus, parce que c'est un village d'artistes, donc il y a beaucoup de galeries. Un peu comme à Saint-Paul-de-Vence, par exemple, beaucoup de galeries, beaucoup de sculpteurs, de peintres, et peu de produits de bouche, parce qu'en plus l'accès est très compliqué. Donc pour livrer surtout des produits lourds comme les nôtres, de la bouteille en verre, c'est très compliqué parce que ça grimpe fort dans les escaliers, dans les marches, il n'y a pas d'autre accès que par les marches. Ah oui. Donc pour faire les livraisons, c'est très très dur. Mais donc, c'est pour ça qu'on est les seuls à faire ce genre de produits là-haut. Mais en tout cas, c'est une boutique qui a un succès fou. Et après, donc 2021. Donc, en dehors de l'acquisition de la ferme des citrons, nous avons décidé d'ouvrir aussi une enseigne à Monaco. Là, pareil, une enseigne différente Au Pays du Citron parce que ça s'appelle la Maison du Limoncello. Et donc, c'est une boutique qu'on a ouverte sur le Rocher à Monaco. À quelques pas du Palais Princier. Une très belle boutique aussi, traversante, un peu comme celle de Menton, mais en toute petite, vraiment assez intimiste, mais une jolie boutique qui fonctionne bien. Qui est spécialisée donc dans le limoncello et les dérivés du limoncello et bien sûr, par effet rebond, tous les autres produits autour des agrumes. Alors, c'est une boutique pour laquelle on ne communique pas sur le citron de Menton parce que notre but, c'est d'utiliser les citrons déclassés. Parce que pour qu'un citron soit IGP, il faut qu'il passe en station de conditionnement et il y a une partie des citrons qui ne peuvent pas être labellisés, soit parce qu'ils sont trop petits, soit parce qu'ils sont trop gros, soit parce qu'ils sont tachés. Et pour éviter de perdre et de les jeter, c'est aussi pour ça qu'on a créé cette enseigne sur laquelle on ne communique pas sur le citron de Menton, histoire de pouvoir utiliser ces citrons et rien perdre. Voilà, on communique sur un citron Côte d'Azur en fait, mais qui est en fait du citron de Menton, déclassé entre guillemets, mais qui est du très beau citron aussi. Et donc 2021 également, l'acquisition de la ferme des citrons, sujet du jour. Donc la plus belle exploitation de citrons de Menton en Menton, qui était notre fournisseur depuis la création d'Au Pays du Citron. Monsieur Lautier, qui était l'ancien propriétaire de ce terrain agricole magnifique, nous fournissait déjà des citrons. On lui achetait déjà peut-être 60-70% de sa production depuis des années. Et donc on était en pourparlers avec lui depuis longtemps. Le prix du foncier était très cher, donc on a un peu hésité, on a même beaucoup hésité. Et puis c'est le Covid qui nous a décidé. Et on s'est rendu compte qu'il fallait passer par là parce qu'on avait, sorti de Covid, on était très motivés pour faire plein de belles choses, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Certains ont voulu changer de vie, nous on a voulu développer ce côté agricole. Histoire de boucler la boucle. D'être autonome, indépendant. De partir de faire pousser le fruit, le transformer et vendre. Et donc, on a présenté notre dossier à la SAFER qui a dû statuer. On a été en concurrence même avec la communauté de communes qui voulait faire l'acquisition de ce terrain parce qu'ils estimaient que c'était un patrimoine important dans le secteur mentonnais. Et donc, on a été, malgré la concurrence importante qu'on a eue dans ce dossier avec la communauté de communes, le comité SAFER a décidé de nous laisser en faire l'acquisition.
Et le Crédit Agricole nous a suivis à l'époque pour pouvoir emprunter et acheter ce terrain. Et après, à partir de 2022, donc très rapidement, dès l'année qui a suivi, on a cherché tous les moyens possibles pour diversifier au maximum les sources de revenus de cette entreprise naissante, donc la ferme des citrons, pour limiter le risque, bien entendu, parce que comme on parlait, on n'est pas à l'abri. Comme l'année dernière, par exemple, un gros épisode de sécheresse qui nous fait perdre à peu près 30% de la production. 30%, c'est beaucoup, mais enfin voilà, elle n'a pas été réduite à zéro non plus. Mais malgré tout, 30%, c'est pas mal. Et donc, il a fallu se mettre à chercher d'autres sources de revenus. On en a trouvé plein. Sur place, on a déjà les avocats, parce qu'on est quand même, avec cette exploitation de 60 avocatiers, on est le plus gros producteur d'avocats de France métropolitaine, donc c'est pas négligeable. Et donc, l'avocat se vend bien, c'est un fruit qui est à la mode. Donc, l'avocat est une source de revenus. Les autres agrumes sont une source de revenus. Le miel est en train de devenir une source de revenus puisqu'on développe notre rucher. Les olives. Cette année, on fait notre première récolte d'olives. Ça a été très compliqué parce que les arbres étaient à l'abandon depuis au moins 10 ans. Et aujourd'hui, ils sont juste magnifiques parce qu'on a passé 3 ans à les récéper, à les tailler, à les arranger, à les former de nouveau. Et donc, cette année, on fait notre première récolte. Et l'année prochaine, on fera une très, très belle récolte certainement. Donc, voilà, on augmente les sources de revenus et principalement l'agritourisme, effectivement, qui vient en gros renfort parce que les touristes, même les locaux d'ailleurs, sont en demande permanente de visiter ce genre d'exploitation. Et donc, on amène les gens avec un beau 4x4, un vieux Defender qui a plus de 20 ans et qu'on restaure au fil du temps et qu'on entretient comme un bijou. Et donc, les gens se trimballent avec nous dans ce 4x4. On les emmène au plus haut de la propriété sur une magnifique plateforme avec vue sur la mer où on surplombe toute la propriété, toute la colline. Et à partir de là, on a un chemin de visite et notre guide leur fait faire toute la petite balade en leur expliquant comment on fait des agrumes, mais comment on fait aussi des olives, en expliquant comment le travail des abeilles, en montrant nos ruches, les autres agrumes également, le potager, parce qu'on est en train de créer un potager déjà l'année dernière, et qui commence à bien fonctionner. On fait des ventes aussi sur nos légumes. Et puis à la fin de cette visite, qui dure un peu plus d'1 heure, les gens sont invités à s'installer sur un espace apéro. On a un bar sur place, donc les gens prennent l'apéro tranquillement à l'ombre des citronniers l'été, et puis au soleil l'hiver de la Côte d'Azur où il fait très bon. Et puis après, une fois que l'apéro est pris, on les installe sur un espace repas où on leur sert une sorte de pique-nique amélioré avec des spécialités mentonnaises qui nous est préparées par un traiteur. Avec entrée, plat, fromage, dessert. Exactement, et donc préparé principalement avec nos agrumes et nos produits. Et voilà, cette activité plaît beaucoup. On a d'excellents retours sur tous les réseaux, que ce soit TripAdvisor, Google. Donc, et c'est une activité qui monte très fort. Et puis, bien entendu, on a fait une petite boutique sur place où on vend le fruit frais, où on vend les produits transformés. Et voilà, c'est une activité qui participe fortement à la sécurisation financière du dossier. Donc, pour résumer, en fait, depuis 2002, vous faites la transformation et la vente de vos produits. En 2008, il y a le premier magasin, puis ensuite, il y a les ouvertures successives des magasins. Et puis en 2021, donc année un peu charnière, vous achetez votre propre verger, dont une photo montre d'ailleurs en fond, si je ne me trompe pas, les oliviers. Et en premier plan, les agrumes. Très beaux oliviers. Il y a une question, mais je vais y répondre immédiatement à la diapositive suivante sur le site internet marchand. Donc le résultat en fait de cette croissance du groupe, pour vous donner un peu une milestone, début 2017 au moment où le local a brûlé. Le groupe représentait avec l'ensemble des entités une vingtaine d'employés. Aujourd'hui, c'est 40 employés. Donc entre début 2017 et fin 2024, la taille a doublé. Et donc vous pouvez voir donc l'organigramme présenté ici. Donc avec donc la maison mère, la SAS au pays du citron, donc qui est aussi le nom de la marque si on revient en arrière, le logo est en bas à gauche, qui est par laquelle sont vendus l'essentiel des références, même si d'autres marques ont été développées au fur et à mesure, dont la maison du limoncello. Ensuite, donc au niveau de la SAS, il y a l'achat des fruits,
La transformation qui a lieu donc depuis 2002, mais qui a été donc réinstallée en 2017, mais qui est toujours au niveau de la SAS au Pays du Citron, et les magasins donc de vente à Menton, il y en a 2, et le site internet. Donc il y a bien un site internet marchand, il y en a même 2. Le premier, c'est Au Pays du Citron. Si vous tapez Au Pays du Citron, vous verrez, il y a plus de 200 références sur le site. Et puis pour la partie agrotourisme qui a été décrite, vous tapez La Ferme des Citrons et vous pouvez, vous avez la possibilité de réserver des visites. Je crois que c'est fermé en hiver. Là, alors on ferme. Là, on est encore ouvert. On ferme à la fin du mois de novembre et on réouvre mi-février, juste avant la fête des citrons. Donc on a 2 mois et demi de fermeture. D'accord, voilà. Si on regarde l'organigramme, moi, il y a deux choses que je retiens. Donc d'abord, quel que soit un peu le sens des flèches, à la fin, il y a que 2 bénéficiaires effectifs. Donc c'est Madame Sonia Puech et Monsieur Fabrice Puech, systématiquement à 50% pour chacune des entités. Les entités sont toutes reliées avec un lien capitalistique direct à la SAS au Pays du Citron, à l'exception de la ferme des citrons. Et on y reviendra au moment de la description du prêt. Et donc, c'est une structure capitalistique qui est relativement simple, qui est très saine et avec peu de bénéficiaires effectifs qui sont les mêmes en fait depuis le début et qui sont répartis de manière équitable dans les mêmes proportions. Quelle que soit l'entité. Toutes les entités du groupe sont individuellement rentables et bien entendu le groupe en lui-même l'est par consolidation. Si on s'attarde un petit peu sur l'activité en tant que telle de la ferme des citrons, cette année, donc, malgré une diminution donc, de la part des agrumes, les agrumes ont diminué de 32% en valeur entre l'exercice précédent et cet exercice. Aujourd'hui, la production d'agrumes et autres fruits, donc en intégrant du coup les olives et les avocats, représente 31% de l'activité. Et le tourisme, donc en tant que tel, 36%. Et après, les collatéraux du tourisme, donc à travers le bar et la boutique qui sont sur place, représentent environ 70%, 65% de l'activité. Donc ça fait un chiffre d'affaires à l'atterrissage donc à septembre 2024, puisque les comptes sont clôturés en septembre, de 383 000 € sur cette seule entité. Malgré donc cette diminution des agrumes qui a été plus que compensée donc par les activités tourisme et collatéraux qui ont permis du coup une croissance globale de 13%. Et donc ça donne un résultat net à l'atterrissage de 63 000 €. Sur le plan vraiment de la production en volume, donc les citrons représentaient cette année. Donc quand je dis cette année, c'est entre décembre 2023 et puis avril-mai 2024, 15 tonnes, une quinzaine de tonnes de production, alors que bon, l'année précédente, qui était déjà une première année de sécheresse, 25 tonnes. Donc en fait, l'exploitation a été reprise donc en 2021, 2022, 2023, première sécheresse. Et puis comme ça a eu une incidence en fait dans le temps, parce que c'est de l'arboriculture, c'est pas une grande culture ou du maraîchage, ça a une incidence dans le temps. L'arbre, c'est un patrimoine, et donc ça a impacté également l'année suivante, qui a également connu une sécheresse. Et donc pour la saison 2024-2025 qui vient et qui commencera à être récoltée à partir du mois prochain, il a beaucoup plu un petit peu tout du long. Vous pourrez peut-être nous en parler, mais la production est repartie à la hausse. Est-ce que vous avez des prévisions à ce stade en termes de volume? Alors de ce qu'on voit sur les arbres, effectivement, vu les tonnes d'eau qu'on a pris sur la tête cette année, les arbres sont juste magnifiques. Les citrons sont déjà énormes comparés aux autres années. Donc en termes de tonnage, forcément, ça va se ressentir parce qu'on a des citrons de gros calibre. Et très honnêtement, je pense qu'on va frôler les 32, 33, 34 tonnes de citrons de Menton cette année.
Et même chose sur les autres agrumes. Les arbres sont vraiment chargés. On est obligé même de renforcer certaines branches, de tutorer certaines branches, parce que les citrons pèsent très lourd. Ils sont en avance, même on a des nuits qui commencent à être fraîches, donc certains sont déjà bien tournants. On commence même à en vendre en boutique. Donc la saison s'annonce excellente. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'un agrume change de couleur, c'est quand il y a suffisamment d'écart de température entre le jour et la nuit. C'est pour ça que l'été, les agrumes sont verts et que dans des pays, dans des îles ou dans des pays tropicaux, les agrumes vont rester verts. Donc nous, en fait, les agrumes commencent à changer de couleur à partir du mois de décembre, généralement. Ouais, voilà. Là où on a les belles colorations, c'est décembre, janvier. Très bien. N'hésitez pas à poser des questions, hein, je les prends et je les transmets hein, si vous en avez. 25 tonnes, si on prend l'année dernière, ça représente quoi par rapport à l'ensemble des citrons de Menton IGP? Ça représente un bon gros tiers. Entre un tiers et la moitié du citron de Menton IGP. C'est une production qui est extrêmement confidentielle. C'est tout petit, la production de citron de Menton, aux alentours de 60 tonnes, on va dire. Et donc, oui, effectivement, ce verger est très important sur le Mentonnais. C'est pour ça qu'il a une valeur très importante, même patrimoniale, parce qu'il représente à lui seul pratiquement la moitié des citrons de Menton aujourd'hui. Voilà, tout ça sur 3 hectares en prenant 3 hectares. D'autres agrumes. C'est l'effet Côte d'Azur. Hein. On fait sur petit, on fait sur des petits espaces. L'effet Côte d'Azur avec forte valeur ajoutée. Exactement. Et puis vous avez d'autres agrumes justement. Donc de mémoire, vous avez également des pamplemoussiers, des orangers. Pamplemousse, clémentine, oranger, mandarinier. Excellent, des excellentes mandarines. Tangerines aussi. Kumquat également. Ouais. C'est très varié. En plus, ce sont des espèces qui, là, pour le coup, sont très résistantes. Sachant que nos clémentines sont même plus sucrées que les clémentines corses. Ah oui, elles sont très, très bonnes. Il reste quelques pépins. C'est des espèces où il y a encore quelques pépins. Des espèces un peu rustiques, mais de très bons fruits. Ça se mérite. Et la production globale de ces agrumes, donc hors citron, représente donc sur la dernière année 5 tonnes. Et puis voilà, après, alors là, c'est beaucoup moins sensible à la sécheresse, tout ça. Disons que sur les autres agrumes, une espèce rattrape l'autre. L'année dernière, par exemple, on a eu une très très grosse année d'orange douce, où on a récolté sur un seul arbre, à lui seul, il est juste énorme, sur un seul arbre, on a récolté 600 kilos d'orange. Ouais. Donc, il y a des arbres qui sont absolument énormes, hein. Même certains citronniers, hein, certains vieux citronniers, qui peuvent porter 150 kilos de citron à eux seuls, en une seule fois. Ah oui, c'est énorme en effet. Oui, c'est énorme. Et puis, donc comme vous disiez, cette année, après 3 ans d'investissement, justement, vous avez fait votre première récolte d'olives. Donc, c'est 500 tonnes sur combien d'oliviers? Non, c'est 500 kilos seulement. Oui, 500 kilos, 0,5 tonnes, effectivement. Alors là, c'est sur, on va dire, sur une quarantaine d'oliviers qui ont été bien retravaillés et sur lesquels on n'a pas eu de piqûre de mouche. C'est-à-dire que cette année, on ne pensait pas avoir suffisamment d'olives encore pour pouvoir récolter. Donc, on n'a pas traité, parce qu'il y a un traitement principalement avec de la boue, de l'argile, qu'on pourrait faire en bio et qui permet de lutter contre la mouche méditerranéenne. Donc, on ne l'a pas fait parce qu'on ne pensait pas encore cette année faire de récolte. Et puis, finalement, il y a quand même une récolte. Donc, on en a perdu pas mal à cause de ces piqûres de mouche. Mais en tout cas, c'est de bon augure pour l'année prochaine, parce que ça y est, les arbres sont enfin bien reformés et ça va nous permettre l'année prochaine d'envisager une belle production et il faudra traiter au mois de juin pour éviter ces piqûres de mouches et espérer une belle production. Là, pour l'instant, on est en plein dedans, hein, donc on a ramassé 500 kilos, c'était un comptage à hier soir, donc c'est tout récent. Et je pense qu'on a encore bien 3 semaines de récolte à faire, donc on devrait atteindre 1 tonne 2, 1 tonne 3 certainement, d'olive. Et après, on verra ce que ça donnera en rendement d'huile. Alors bon, l'huile, bien entendu, on va la vendre exclusivement dans notre petite boutique à la ferme des citrons, dans des petites fioles, donc avec vraiment une grosse valeur ajoutée, parce qu'on ne va pas en faire beaucoup, hein. On va faire peut-être 150, 200 litres d'huile. Et donc forcément, on va chercher à la vendre au meilleur prix possible, donc dans des tout petits flacons. Ça sera une sorte de cadeau, souvenir, un produit d'exception qu'on ramènera de la ferme des citrons de Menton.
Et justement, vous avez un peu mentionné les traitements. Quels sont les traitements que vous faites sur ce verger? Alors, quasiment rien, même Il y rien a un cahier d'ailleurs. des charges qu'on doit respecter. Il y a un cahier des charges pour l'IGP à respecter, mais malgré tout, le cahier des charges n'interdit pas les traitements. Il préconise d'en faire le moins possible, bien entendu. L'avantage qu'on a sur les agrumes, c'est qu'on n'a pas besoin. On ne peut pas dire qu'on soit attaqué par quoi que ce soit. On laisse la nature faire les choses. Et c'est vrai que même s'il y a des parasites, quelques petits ravageurs, mais qu'on ne peut pas appeler comme ça, c'est principalement de la mineuse, c'est un peu de cochenille, un peu de puceron. Alors on lutte de manière naturelle, on laisse faire les choses. On fait en sorte que la nature reprenne son cours parce que l'ancien propriétaire qui était seul à travailler avait tendance à utiliser des produits. Et donc depuis qu'on a repris l'exploitation, on fait tout pour lui redonner un côté très naturel. Et donc on sent que la terre reprend le dessus. Les herbes poussent, les fleurs poussent, les lombrics reviennent dans la terre. On a de nouveau des coccinelles et en plus on a participé à ça parce qu'on a fait des lâchers de larves de coccinelles, exactement, et donc qui ont permis de lutter considérablement contre le puceron. Mais quand on lutte contre le puceron, on lutte aussi contre des envahissements d'autres insectes qui viennent pour manger le puceron, mais abîment la plante aussi. Donc c'est tout un équilibre qui est en train de se refaire, de se reformer. Et donc on ne traite pas, en fait. Pour l'instant, on n'a jamais traité, on n'a pas eu besoin. Et la question suivante, puisque vous êtes en agriculture raisonnée, c'est pourquoi est-ce que vous n'êtes pas en agriculture biologique dans ces conditions? C'est un choix, on aurait pu, parce que toutes les conditions s'y prêtent, mais c'est un choix stratégique, parce que avec nos fruits, principalement, nos fruits sont principalement destinés à la transformation, à hauteur de 60-70%. Ils partent chez Au Pays du Citron pour être transformés en confiture, en liqueur, et on utilise surtout le zeste, surtout pour le limoncello, c'est principalement le zeste. Donc si on venait un jour à traiter ces fruits, bien entendu, on perdrait la possibilité d'utiliser le label biologique. Mais si effectivement on avait fait le choix d'être en bio, on en aurait profité pour l'indiquer sur nos étiquettes de nos produits finis. Sauf que revenir en arrière et passer du bio au conventionnel, c'est quasiment impossible. Parce que pour le consommateur qui a l'habitude d'acheter nos produits, on ne peut pas lui dire du jour au lendemain, on arrête d'être en bio, on est en conventionnel, alors qu'il est peut-être venu chez nous pour le bio. Donc on n'a pas pris ce risque parce que si demain on venait à avoir une maladie sur nos agrumes, ça nous laisse la possibilité de traiter quand même et de sauver les arbres. Là, aujourd'hui, on fait tout pour ne pas traiter. Bien sûr, on ne traite pas. Mais si demain, il y avait une maladie qui arrivait, l'idée, ce serait quand même d'essayer de sauver la plantation, quoi. Alors, il y a une question de Danny Deneyer. Donc, jusqu'à quel âge un citronnier est-il suffisamment productif, entre parenthèses, en année météo correcte? Et deuxième question qui suit, donc, quel est l'âge moyen des vôtres? Alors, c'est difficile de dire jusqu'à quel âge un citronnier peut produire. Là, en ce moment, par exemple, on est en train de faire des essais sur les plus vieux que nous avons, qui avaient pris trop d'ampleur et dont les branches étaient en train de devenir trop longues et se portaient pas forcément en point. On a fait le choix de faire des essais de récépage très sévères. Et donc, on coupe très près du tronc et on le laisse repartir. Et sur les 2 premières années, on se rend compte que c'est une bonne formule, même sur des citronniers qui ont presque 150 ans. On se rend compte que ça fonctionne et qu'on arrive à leur donner un vrai coup de jeunesse et où on a des feuilles extraordinaires, on a une belle floraison, on a des fruits rapidement dessus. Donc, on arrive à les reformer. Donc, pour l'instant, c'est difficile à dire. On a toujours entendu dire qu'effectivement, arriver à 150 ans, ça commençait à pouvoir être compliqué. Moi, ce n'est pas forcément l'aperçu que j'en ai. Alors, il y en a certains qui étaient vraiment mal en point. Bon, on les remplace. On sait que dans 10 ans, c'est reparti. On a de nouveau un beau citronnier à cet endroit-là. Mais pour certains, on essaye de faire ce récépage parce que ça fait mal au cœur de les arracher directement. Et j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien. Donc, on est plutôt sur cette tendance-là. Et après, la moyenne d'âge, elle est quand même beaucoup plus faible que ça, parce qu'il y a quand même une belle partie du verger qui a été plantée par l'ancien propriétaire, qui doit représenter un bon quart du verger. Ce sont des arbres qui ont à peine une quinzaine d'années. Donc ceux-là, ils commencent à peine leur vie. Ils sont pleins de production, ils sont magnifiques, mais ils sont au tout début de leur vie. Donc ce qui fait que la moyenne d'âge, allez, si on la calcule comme ça, à vue de nez, on doit être aux alentours de 50, 60 ans peut-être. Donc on est sur un verger qui est à la fois en pleine production, ancien, mais jeune aussi.
Donc, pour récapituler, vous avez 150 arbres qui ne sont pas productifs, qui ont été plantés il y a 1 an. Non, ceux-là, ils sont tout jeunes, effectivement. Voilà. Et ensuite, vous avez 300 arbres, dont une partie a plus de 100 ans, et une partie à 15 ans et donc est déjà mature et en pleine production. Exactement. Ça permet effectivement cet étalement d'avoir une véritable diversification et une sécurisation des productions. Voilà. Alors, il y a une question qui est consécutive que je vais lire. Ah ben non, c'est pas une question. Dany vous remercie. Merci Dany. Alors, la dernière partie du verger, ce sont des avocatiers. Alors, je dois vous faire une confidence. Enfin, le couple Puech le sait, mais moi, je connaissais cette marque il y a 5 ans, donc avant que la demande de financement ait été faite. Et j'ai eu l'occasion de goûter à leurs avocats. Leurs avocats, je voudrais pas le dire trop fort parce que je voudrais pas non plus qu'il y ait trop de concurrence, mais ils sont excellents. J'en ai pris plusieurs fois, ils sont vraiment excellents. Et je vous invite à les goûter, à les commander parce que il n'y a pas plus crémeux, il n'y a pas plus parfumé. Ah oui, c'est un goût de noisette qui est fabuleux. Ouais, et puis alors accompagné d'un peu de jus de citron de menton dessus, c'est incroyable. Oh. Mais il faut presser le citron, on presse le citron à l'envers. Plutôt que de presser le citron, la partie coupée vers le bas, on le presse dans l'autre sens et en même temps, quand on écrase, on récolte les huiles essentielles qui viennent suinter le long de la peau, le long du zeste. Et là, on se retrouve dans l'avocat avec le côté acide du jus de citron, mais en même temps le parfum du citron qui arrive des huiles essentielles du zeste. Donc ça, c'est unique. Alors, il y a une question complémentaire. Peut-on acheter en ligne? Oui, vous pouvez acheter en ligne sur le site Au Pays du Citron. Exact. Et à partir du 10-12 décembre, on n'a pas la date officielle encore, mais à partir du 10-12 décembre, vous pouvez retrouver la plupart des fruits en ligne aussi sur le site Au Pays du Citron, avec donc les citrons de menton, les avocats et tous les autres agrumes. En fonction de la maturité de chaque agrume, parce que tous les agrumes n'arrivent pas en même temps. On commence d'abord par les clémentines. Généralement. Oui, c'est les plus près qui arrivent maintenant. Là, ils vont pas tarder à arriver, les clémentines. Ensuite, c'est les mandarines. Les citrons, on commence à en avoir fin décembre. Oui, les oranges qui arrivent ensuite. Mais donc, voilà, à partir de mi-décembre, vous pouvez commander sur aupaysducitron.fr quasiment tous les fruits de la propriété. Les avocats à partir de fin décembre aussi, je crois. C'est ça. Bon, pour comparatif un petit peu au niveau de l'activité, donc les agrumes, c'était 31% du chiffre d'affaires sur le dernier exercice qui vient de se clôturer. L'année dernière, c'était 51%, donc avant un important développement du tourisme et avec effectivement également une production plus importante. Cette production justement d'agrumes, elle a plusieurs débouchés. Donc, elle sert d'approvisionnement pour la marque Au Pays du Citron. Elle ne suffit pas pour les besoins d'Au Pays du Citron, mais 70% de sa production est vendue à la transformation et à la vente Au Pays du Citron, qui elle-même donc le transforme et le redispatche au magasin. Donc, la transformation, ça représente 60%, et puis pour les plus beaux spécimens, ils sont vendus en direct, directement au magasin et sur le site internet. Et ensuite, les 30% restants sont vendus donc à des restaurants haut de gamme, des pâtisseries haut de gamme, des primeurs spécialisés et donc à Rungis et autres plateformes. Donc ça permet, d'un point de vue un peu d'analyste, ça permet une belle diversité dans les débouchés. S'il y avait plus de production, en fait 100% de la production aujourd'hui pourrait être vendue Au Pays du Citron, mais c'est assez rassurant pour l'analyste que je suis de voir qu'il y a une diversité dans les clients. Donc, dans autres clients, en fait, le portefeuille il correspond à une vingtaine de clients différents, sans nécessité de démarchage particulier. Oui, oui. Au niveau des projections économiques, donc sur la partie de gauche, vous avez donc le BE avec nos hypothèses en interne. La partie en rouge, vous avez le BE donc du BP qui m'a été présenté à l'analyse. Donc le BE, c'est le cash que génère donc une entreprise pour être capable de servir sa dette notamment et puis payer ses impôts et avant d'en retirer un résultat net.
Donc moi, mon cas Mimosa, il reprend des hypothèses bien sûr plus conservatrices que le BP, le business plan du client, donc en l'occurrence de la ferme des citrons, parmi lesquels donc moi j'ai considéré une stagnation de la production, alors même que sur les 3 derniers exercices, il y a eu 2 années de sécheresse consécutives. Donc j'ai repris les 3 derniers exercices et puis j'ai fait une moyenne et j'ai considéré que malgré les efforts de développement du verger, en fait, la production serait la même. J'ai aussi considéré que ayant une moindre production d'agrumes, donc il y a aussi l'activité d'agrotourisme avec notamment les visites et le service de panier repas. Ces paniers repas, c'est des coûts en marge brute. Donc ils viennent pénaliser la marge brute. J'ai considéré une diminution de la marge brute de 4 points, liée justement à une plus grande proportion de ce tourisme dans l'activité parce qu'il y aurait moins d'agrumes. Et puis j'ai aussi considéré que malgré ces dégradations au niveau du chiffre d'affaires, il y aurait un maintien des marges salariales prévues dans le cadre d'une croissance plus importante et des charges externes, donc prévues dans le scénario de croissance du business plan du client qui m'a été présenté. Donc ça alourdit forcément le poids des charges, des coûts fixes rapportés au chiffre d'affaires. Et le schéma de droite représente en fait l'évolution des flux d'activité dans le temps. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, il y a déjà un tiers de ce schéma qui a déjà été réalisé. Donc, on est au niveau du rebond au niveau des financements avec justement le financement prévu de Mimosa qui fait cette petite bosse. Donc, il y a différentes activités, les différentes activités qui ont déjà été lancées. On ne fait pas vraiment un pari sur leur succès. On peut déjà voir les avis de l'activité agrotourisme sur TripAdvisor, par exemple, qui est très bien noté. Je crois que c'est 4,8 aujourd'hui. On voit une entreprise qui est déjà rentable, avec une trésorerie qui est positive. Pour ces 2 paramètres, c'est le cas depuis le premier exercice. Malgré donc 2 années de production qui sont décevantes par rapport au potentiel du verger. Bien sûr, ça c'est grâce à un contexte un petit peu de groupe dont l'entreprise bénéficie, puisque c'est une filiale d'approvisionnement, c'est la petite sœur d'un groupe qui va bien, qui est déjà en croissance, et donc qui soutient dans les investissements par différents canaux la ferme des citrons. Avec ces hypothèses conservatrices que je vous ai détaillées dans les grandes masses, on voit que les annuités, donc c'est la ligne verte qui est négative parce que justement en fait c'est un flux de trésorerie négatif. Le fait de payer le remboursement de la dette, c'est une perte d'argent pour l'entreprise qui est contractualisée, qui est prévue des 2 côtés. Donc c'est pour ça que c'est une courbe qui est en dessous donc de la ligne horizontale des abscisses. On voit que cette ligne-là, elle est moins éloignée de l'axe des abscisses, donc moindre par rapport à la ligne bleue qui surplombe toutes les lignes, sauf la ligne donc, de chiffre d'affaires qui est tout en haut. Donc ça montre en fait que la capacité de l'entreprise dans les hypothèses que je vous ai décrites permet de croire raisonnablement une capacité de remboursement des différents prêts, y compris celui qui serait contracté auprès de Mimosa. La grande idée de cette analyse, globalement, c'est que c'est le contexte de groupe de l'entreprise. Donc cette entreprise, elle est clé pour les approvisionnements du groupe et pour la légitimité du groupe. D'ailleurs, depuis 2021, on voit que la croissance s'est accélérée sur les autres entités du groupe avec la communication autour du verger, avec également une sécurisation des approvisionnements. Le groupe en lui-même, donc comme je le disais précédemment, il est solide et il donne une sécurité financière qui est d'autant plus rassurante justement qu'on est dans le secteur arboricole, un secteur où on aime avoir des entreprises qui ont les reins solides, qui ont une capacité d'investissement, une capacité à faire face à des années plus compliquées, à s'approvisionner par ailleurs. On reçoit beaucoup de demandes de financement en arboriculture côté Mimosa.
malheureusement, on n'est pas en mesure de donner des retours favorables à ces demandes de financement souvent, parce que c'est souvent des mono-activités où en fait le remboursement de la dette dépend essentiellement des années qui vont venir en termes de qualité et quantité du fruit produit. Bon, alors, à partir de ces éléments, on peut peut-être décrire le sous-jacent, la destination de la collecte Mimosa. Peut-être que vous voulez, vous trouverez peut-être des mots plus précis pour décrire comment vous utiliserez cet argent. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement à faire. Évidemment, bon, si on reprend les points un par un tels qu'ils sont indiqués sur le slide, une augmentation des ruches. Pourquoi? Parce que pour plusieurs choses, hein, principalement deux. Avec des ruches, à la base, on fait du miel. Donc l'idée, c'est de continuer à se former et à devenir de vrais apiculteurs pour faire du miel. On a fait notre première récolte cette année. Donc on a fabriqué, on a réussi à récolter une trentaine de kilos de miel. Avec ça, on a fait exactement 112 pots de miel, des petits pots de 180 grammes à peu près, il me semble. Qu'on a vendu en 3 semaines. Et qu'on a vendu en 3 semaines, bien entendu. Donc ça se vend très très bien. Donc l'idée, c'est de continuer dans ce sens-là et d'accroître notre rucher pour récolter du miel et le vendre, toujours à la boutique, mais aussi et surtout pour augmenter encore plus la fructification, parce qu'on le sait très bien, à partir du moment où il y a des ruches présentes sur une exploitation agricole, surtout en arboriculture, l'augmentation est significative sur les tonnages produits. Donc ça, c'est très important. Donc augmentation du rucher. En plus, on a développé quelque chose de très important sur notre exploitation. C'est qu'on a mis en place un système qui permet de protéger nos abeilles des frelons asiatiques, qui est le véritable fléau aujourd'hui des apiculteurs. Donc on a mis nos ruches dans une sorte d'enclos qui est fermé par l'avant des ruches par une immense harpe électrique qui fait presque 10 mètres de long et à travers de laquelle les frelons ne peuvent pas passer, sans quoi ils se font électrocuter, alors que les abeilles, elles, peuvent circuler librement, ce qui fait qu'elles sont à l'abri complètement des frelons asiatiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment mis au point nous-mêmes. C'est une expérimentation qu'on fait et qui a l'air de vraiment porter ses fruits. On se retrouve au début de l'hiver avec des ruches en pleine santé grâce à ça et qui ne sont pas perturbées par l'activité néfaste des frelons. Alors que la première année, on avait investi dans 20 ruches et à la fin de l'été, il en restait 4. On n'avait plus que 4 ruches vivantes. Donc là, cette année, il nous en reste une bonne quinzaine arrivé au début de l'hiver. Donc c'est plutôt de très bonne augure pour l'année prochaine. Et effectivement, on espère accroître la production de miel aussi. Et donc voilà, le financement, c'est une petite partie pour ça, pour continuer à développer ce rucher. Ensuite, l'installation de poulaillers. Pourquoi de poulaillers? Principalement pour faire des œufs, comme pour les ruches. Avec les ruches, on fait du miel, avec les poules, on fait des œufs. C'est aussi une source de revenus qui est complémentaire au potager. Mais c'est aussi le moyen d'avoir un désherbage naturel, hein, parce que notre exploitation fait 3 hectares. Et si on fait le calcul, pour rester un élevage ultra artisanal sans avoir besoin de rentrer dans des réglementations complexes, on peut aller jusqu'à 250 poules, et ça, c'est juste déclaratif auprès de la Chambre d'agriculture, après une petite formation de 2 jours. Donc, 250 poules, c'est le seuil qu'on ne dépassera pas. Mais 250 poules, ça fait une poule pour 100 mètres carrés. Elles seront en totale liberté, réparties sur 5 poulaillers différents, mais en totale liberté sur la totalité du terrain. Et donc, elles vont désherber à la place de nos ouvriers. On n'aura plus besoin de mettre en route les débroussailleuses, ou alors très rarement, parce que les poules elles-mêmes désherbent, se nourrissent des petites pousses d'herbe, elles adorent ça. Et en plus, on va faire des œufs d'excellente qualité parce qu'elles sont dans la nature, elles mangent de l'herbe, elles mangent des insectes, elles mangent des graines qu'elles trouvent. Donc, plus la nourriture qu'on va leur donner, bien entendu. Mais en tout cas, elles désherbent, elles grattent la terre. En grattant la terre, elles favorisent l'aération. Et avec leur fiente, bien entendu, elles participent à l'enrichissement du sol. Donc, ces poules en liberté sur notre terrain, ça va être très important de le développer. Et donc, bien entendu, il faut du financement pour faire l'acquisition des volailles et puis pour faire l'acquisition du matériel et des poulaillers. Au-delà de ça, ça va être ludique aussi ça va être très ludique pour nos visiteurs. Bien on entendu. s'appelle la ferme des citrons et c'est vrai que souvent, on a des visiteurs qui s'attendent à voir des animaux.
Et donc aujourd'hui, il n'y en a pas, mais effectivement, l'idée, c'est d'en amener et que ce soit des animaux utiles en plus à notre exploitation. Donc la poule en est une. La clôture contre les intrusions, bien entendu, intrusion de l'homme, parce qu'on n'est aujourd'hui pas complètement clôturé et on a quand même un petit risque, bien que le lieu est tellement escarpé que c'est compliqué. On n'est pas comme dans certaines cultures, comme les vignes par exemple, qui peuvent se faire dépouiller en une nuit par des voleurs. Nous, ce n'est pas le cas. Mais malgré tout, il faut quand même qu'on s'isole un minimum. Et puis après, contre les sangliers qui font des ravages, effectivement, c'est beaucoup de travail actuellement de devoir refaire les restants que quand les sangliers sont passés. Donc là, la clôture de la totalité du terrain, c'est très important aussi à faire. L'amélioration des conditions d'accueil de nos visiteurs, parce que le chemin est très escarpé, bien entendu, et donc il faut qu'on l'aménage au maximum, parce qu'on a une clientèle qui est souvent un petit peu âgée, beaucoup de personnes retraitées, et donc on a besoin d'améliorer, de rajouter des marches. On fait des marches en rondins de bois qu'on récupère sur le terrain, donc c'est très joli, mais il faut l'agrémenter, mettre des garde-corps pour sécuriser au maximum, donc les financements aussi pour ça. Pardon, il y a une question de Christophe Evin. Bonjour, risque d'attaque type renard sur les poules en liberté? Ben justement, c'est aussi pour ça l'idée de la clôture. C'est la totalité de l'exploitation pour éviter ce genre de risque. Et puis après, après, il y a de la clôture électrique pour sectoriser un peu plus les poules. Et puis, il y a le poulailler qui est fermé la nuit, bien entendu, au moment où les renards sont là. Donc, les risques sont assez faibles d'attaque en journée, surtout qu'en journée, on est toujours là. Il y a tout le temps quelqu'un, même le week-end. Donc, il n'y a pas de risque d'attaque comme ça. Mais la clôture, bien entendu, de la totalité du terrain s'impose aussi pour mettre les poules à l'abri des renards. C'est bien vu, il le faut. Le clou du spectacle, pour moi, c'est un peu la réintroduction, parce que c'était déjà le cas avant sur cette exploitation. L'ancien propriétaire avait 2 ânes pendant de longues années qui ont servi à transporter les fruits et les citrons, les autres agrumes qui étaient cultivés sur place. Et donc, on va reprendre 2 ânes et on a même la bergerie qui est sur place toujours. Aujourd'hui, elle est un peu en ruine, mais l'idée, c'est de la restaurer. Donc, toujours pareil, grâce à ce financement, construite en pierre sèche. C'est un endroit magnifique et qu'on va restaurer pour remettre 2 ânes. On va reprendre 2 jeunes ânons. Et en plus, on a la chance d'avoir à proximité de nous, sur Menton, un éleveur d'ânes de Provence qui est partie prenante de l'opération et qui va venir nous aider à les élever, à les éduquer, à leur apprendre à travailler et pour pouvoir transporter les fruits. Alors, on ira à petite dose parce qu'en plus, on transporte tous les jours des petites quantités et donc qui ne seront pas surchargés. Et ça va être un peu nos mascottes. Et on imagine bien, effectivement, les visiteurs admirer ces ânes transportant les citrons. Donc, en termes de communication aussi, c'est extraordinaire d'avoir ça sur place. Et puis surtout, l'âne passe partout. Partout, même des fois une brouette a du mal à passer. Donc l'âne, on arrive à le faire passer sur des terrains qui sont très escarpés. Donc ça, c'est un peu le clou du spectacle. Ensuite, on a l'intention de relancer, d'aider à la redynamisation de l'espèce la rainette de Provence, cette petite grenouille verte qui nous aide à lutter contre les moustiques. On a beaucoup de moustiques tigres chez nous et on a beaucoup de ces petites grenouilles vertes qui sont super attendrissantes. Là aussi, c'est un côté très pédagogique. C'est une espèce qui est pas en danger, mais enfin qui se porte pas super bien de par le foncier sur la Côte d'Azur. Et donc, on va tenter de faire une fondation carrément de la rainette verte de Provence, peut-être d'aller attraper quelques subventions et d'avoir l'autorisation, parce que comme c'est un animal protégé, on n'en a pas l'autorisation, mais via une fondation, on peut avoir une dérogation pour faire de l'élevage de cet animal-là et pourquoi pas réorganiser des lâchers, même chez des particuliers à Menton qui veulent dans leur jardin réintroduire cet animal qui participe grandement à l'écosystème et à lutter contre les invasions de moustiques qu'on a actuellement. Voilà. Pour synthétiser, en fait, ce financement, il a pour but de donner les moyens à la ferme des citrons d'aller au bout de ses idées dans une démarche un peu cohérente de tradition culturelle. La rainette, c'est une espèce qui existait, qui a toujours été là. Le citron, le citronnier également, les agrumes. Et ça me permet de faire une transition sur justement les vertus du projet. On a déjà pas mal dépassé, donc on va essayer d'aller rapidement, mais à travers ce financement, vous participeriez
au développement de la production de citron, pour commencer, sans même parler du citron. Ça, c'est la base. La production de citron en France, c'est 1200 tonnes, alors que la consommation, c'est 140 000 tonnes. Donc, on consomme 117 fois plus de citron qu'on en produit. Là, qui plus est, de citron de Menton IGP. Donc, pour le dire vraiment très rapidement, c'est une culture qui existe depuis le 15e siècle. En 1800, il y en avait 80 000 citronniers. Il y a eu les deux guerres, il y a eu l'arrivée du citron d'Espagne, il y a eu le gel de 56, et il y a eu l'augmentation du tourisme et l'augmentation du coût du foncier qui ont abîmé cette culture. Mais avec le retour de l'IGP, on est en train de donner un petit peu une nouvelle jeunesse à cette production-là. Et puis c'est une production qui est assez exigeante par son aire géographique. Il faut que ce soit maximum 7 km de la mer, maximum 390 mètres d'altitude, qui s'étend que sur 5 communes. Et puis, sans qu'on ait vraiment le temps de détailler, elle impose un cahier des charges qui est assez exigeant. Sans forcément détailler, puisqu'on l'a déjà fait à travers la description des usages de cette collecte. Participer à cette collecte, c'est aussi participer à la résilience agronomique de l'exploitation, à un projet pédagogique de sensibilisation, donc notamment à travers la rainette locale, l'amélioration des pratiques agronomiques et permettre aussi des activités autres que le pur tourisme dans un territoire qui est déjà surbétonné. Les facteurs clés de succès d'un point de vue vraiment d'analyse financière, c'est des associés qui sont expérimentés, qui sont ensemble sur ce projet, mais sur d'autres projets également antérieurs à même la naissance de cette entreprise, donc qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui ont une gestion un peu familiale, donc avec des décisions qui sont prises avec une vision de long terme, une maîtrise de la filière dans son intégralité, donc avec une maîtrise de la production. On dit de la fourche à la fourchette, mais ici c'est du fruit au verre, je dirais, et avec des belles synergies possibles, des débouchés qui sont sécurisés pour la ferme du citron. Les marges de prudence que je vous ai détaillées nous permettent quand même un service de la dette, et puis des résultats historiques qui ont toujours été positifs, une trésorerie toujours positive, et une tendance plus que satisfaisante à l'échelle donc de l'entité et du groupe. Si on résume un petit peu la collecte, donc vous la trouverez sur mimosa.com. Il y a déjà, je crois, 20 000 euros ou 25 000 euros qui ont déjà été collectés. Le taux d'intérêt, il est à 6% par an, donc avec un remboursement du capital qui est en échéance constante, qui est mensuel, et sur une durée du prêt de 84 mois, donc 7 ans. Le rang de remboursement, donc c'est en fait la priorité du remboursement en cas de difficulté. Il est au même niveau que les banques, donc il est au niveau senior. On peut aussi dire pari passu. Et le montant d'investissement minimum, il est de 100 euros. Je laisse la possibilité à poser des dernières questions si vous en avez. Et puis, on pourra clôturer ce webinaire. Il y en a une, effectivement. Je dois vous laisser. Merci pour cette belle présentation. Je vais participer, signé donc Pierre-Yves. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot à faire passer, Madame et Monsieur Puech? Regardez la photo que vous avez sur ce slide, là, ce citronnier qui est extraordinaire, qui est chargé de citron. C'est une photo de l'année dernière, ça. Et vous voyez, non, il y a 2 ans. C'est à cet endroit-là, sous ce citronnier, que il y a des gens à cette heure-ci qui sont en train de déjeuner ou de prendre l'apéro au moment où on se parle. Et imaginez le cadre, imaginez l'ambiance avec une petite musique sympa en fond. Et donc on est vraiment sur la Côte d'Azur, mais on est à l'écart du béton, on est à l'écart de la ville, on est à l'écart de la mer et de la foule.
Et là, les gens se mettent là. Et alors, des fois, c'est difficile de les faire partir parce qu'en plus, il y a des transats. Ils font la sieste. Il faut même aller les secouer en plein été parce que c'est l'heure. Hein. Des fois, il faut bien qu'on ferme. Donc, voilà, les moments qui sont passés sur place, vous le verrez sur les commentaires TripAdvisor et Google. TripAdvisor, c'est 5 étoiles sur 5. Google, c'est 4,8 ou 4,9 sur 5, avec des centaines de commentaires. Donc, c'est pas un hasard si les gens font ce genre de commentaires. On a de plus en plus de clientèle américaine aussi qui vient sur place, d'anglophones en tout cas, beaucoup d'étrangers. Ils sont vraiment très, très, très friands de ça. Et nous, ça nous conforte dans notre travail et ça nous conforte dans l'idée qu'on est sur la bonne voie et qu'il faut arriver à mêler tout ça, autant l'agriculture que l'agrotourisme, et puis se pousser à l'extrême cette recherche d'authenticité, où on va vraiment redonner à la nature la force de s'auto-suffire et de s'auto-réguler. Et c'est ce qu'on va chercher sur cette exploitation, qui est pour nous presque expérimentale, parce on teste des choses avec cette histoire de grenouille, avec cette histoire de harpe électrique pour les ruches. Mais l'idée, c'est d'en faire un vrai bijou sur la Côte d'Azur, un bijou d'agriculture. Voilà. Et je laisserai le mot de la fin donc à Danny Deneyer qui dit « Magnifique projet, bravo à vous deux, à suivre ». Eh bien, merci à tous pour votre participation. Merci au couple Puech de s'être rendu disponible pour présenter leur projet. Et je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir, merci.